Bonjour à toutes et à tous. Merci Damien. Merci de m'avoir proposé de participer à cette plénière, de présenter l'avis du conseil scientifique sur cette question. Donc nous, effectivement, on nous a demandé de forcer un peu le trait. Vous verrez que c'est bien sûr plus complexe, mais c'est pour faire apparaître des éléments pour la réflexion. Alors, effectivement, je suis président du conseil scientifique, je n'ai pas de conflit d'intérêt, je ne travaille pas dans l'industrie de l'imagerie médicale en particulier. Alors, un score peu utile. Pourquoi ne pas s'intéresser au score calcique et oublier très vite cet outil? Eh bien, en fait, qu'est-ce que ça change? On va se poser deux questions. Qu'est-ce que ça change? Et puis, quels sont les inconvénients de cet outil? Qu'est-ce que ça change? Il n'y a aucune preuve aujourd'hui, donc entendue sur des essais cliniques randomisés, que de prescrire un score calcique améliore la santé des patients, améliore l'observance des traitements, modifie le mode de vie ou aide à la décision. C'est pour l'instant, tout ça, c'est très hypothétique. Référence US Preventive Service Task Force, JAMA 2018, c'est un peu vieux, mais ça n'a pas changé depuis. Deuxième message, les guides de pratique fiables, c'est-à-dire sans conflit d'intérêt et ayant respecté une méthode rigoureuse, concluent tous à la conclusion qu'il ne faut pas prescrire de score calcique. Publié dans Family Practice, dont le premier auteur est Yves-Marie Vincent. Donc l'exemple de l'USPTF en 2018, je vous dis ça n'a pas changé. Pour les patients asymptomatiques, l'USPTF, c'est l'organisme qui s'occupe de la prévention et des dépistages aux États-Unis, une agence indépendante qui a une méthode très rigoureuse et qui avait étudié plusieurs marqueurs comme l'index de pression systolique qu'on mesure dans l'artériopathie ou la CRP ultrasensible et le score calcique. Et pour un patient asymptomatique, elle conclut qu'il n'y a pas assez d'essais cliniques puissants pour implanter tous ces scores en pratique. Ça ne change rien. Donc elle recommande de ne pas mesurer l'IPS, de ne pas doser la CRP et de ne pas faire de score calcique. Alors, bon, les recommandations, elles disent ce qu'elles veulent. Il y a d'autres recommandations qui disent de le faire, donc on peut réfléchir ensemble. Et le conseil scientifique, c'est surtout à communiquer lors de la parution de cet article publié dans le JAMA Internal Medicine en 2022. C'est une revue systématique des études de cohorte, dont l'étude MESA que Clément a présentée. Donc l'ensemble de 6 études de cohorte, en fait, pour évaluer la pertinence de ce score, avec un suivi moyen entre 4 et 10 ans pour les études. Donc vous voyez, quand on dit un score calcique à 0, c'est 0 risque, c'est à 10 ans aussi, peut-être qu'à 20 ans, c'est pas la même chose. En tout cas, environ 10% des sujets qui avaient un score calcique prédictif de risque intermédiaire ou élevé, alors qu'ils avaient une équation clinique risque faible. C'est-à-dire c'était l'affinage dont Clément parlait. Parmi ces patients, à 86% environ, à 96% des patients reclassifiés à risque intermédiaire ou élevé par le score calcique n'ont pas fait d'événements cardiovasculaires. Donc même si vous avez un score reclassifié un peu élevé, eh bien, vous ne ferez pas forcément d'événements cardiovasculaires. Entre 0,8 et 8,6% des patients ont été incorrectement reclassifiés à bas risque cardiovasculaire par le CAC 40. Donc il y a quand même des erreurs. Le CAC. C'est parce que j'étais à un congrès sur la bourse tout à l'heure. Le CAC 40. Le CAC, voilà, score calcique, coronaire, pardon. Donc du coup, ça reclasse pas. Ça ne se classe pas forcément parfaitement, en tout cas. Donc, inversement, parmi les 1% de patients à haut risque selon l'équation clinique biologique comme score, par exemple, mais à faible risque selon le score calcique, plus de 91% n'ont pas eu d'événement cardiovasculaire, en effet. Donc, en tout cas, c'est des données pour dire que, globalement, ça apporte quelque chose. On ne peut pas le nier. Il y a un affinage, une précision dans l'estimation du risque, mais ce n'est pas non plus transcendant. On peut en discuter. Alors, la deuxième question, qu'est-ce que ça change, en fait? Voilà, c'est surtout ça qui est important. Est-ce que ça pourrait modifier l'intention de proposer un traitement spécifique? Parce que, vous savez, quand on fait un examen clinique, une imagerie, une prise de sang, si ça ne change pas la pratique
la thérapeutique derrière, eh bien, l'utilité de la prescription est quand même quasiment nulle en fait. Donc on va prendre la même vignette de M. Alain qui avait 59 ans, qui effectivement, Clément posait la question de son risque, et si on l'estime selon le score 2, l'équation qu'on recommande en France pour estimer le risque cardiovasculaire global, et bien ce risque il est estimé à 7%. Alors, c'est une estimation populationnelle qui n'est pas fiable à 100%. Mais voilà un repère populationnel parmi tous les scores qu'on peut avoir. Un patient comme M. Alain, si on prend 100 patients comme lui ayant ces caractéristiques, eh bien 7 feront un événement cardiovasculaire majeur dans les 10 ans. Mais ce risque, est-il haut ou est-il bas? Vous savez qu'on classe les risques entre les risques faibles, modérés, hauts et très hauts. Et bien je vous pose la question avant de passer à la diapo d'après. Vous, ici, 7%, ça vous paraît être un risque bas, un risque élevé pour vous-même. Donc 7%, ça veut dire que 93% de ces patients ne feront pas d'événements cardiovasculaires dans les 10 ans. C'est notre façon de présenter les choses. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, si je vous interrogeais, eh bien, il y aurait une hétérogénéité. Parce que ce n'est pas au médecin de dire si ce risque, il est faible ou il n'est pas faible, parce que ça ne veut rien dire en fait. 7%, ça peut être considérable pour certains et très faible pour d'autres. Chacun a sa perception du risque différente. Et en fait, ce n'est pas forcément les classifications qu'on propose. À partir de 10%, on considère que c'est très élevé, mais c'est qui ont, c'est ceux qui font les recommandations. Et ça a été très bien étudié dans la littérature, donc je vous donne un exemple. Là, c'était dans l'arythmie par fibrillation auriculaire avec les anticoagulants, et une étude intéressante a montré en fait qu'il y a une hétérogénéité de ce qui est un bénéfice et un risque pour les patients comme pour les médecins. En fait, il y a des patients qui considèrent que éviter un petit risque, c'est pas intéressant. Enfin, vous voyez, vous avez une étude là qui a été publiée dans le BMJ en 2001, donc qui date, mais il y a eu beaucoup de littérature derrière, qui a une hétérogénéité des réponses. Chacun a une estimation de son risque. Dans l'ouvrage que l'on recommande de Claude Richard et Marie-Thérèse Lucier sur la communication professionnelle en santé, le chapitre 8 sur les communications des risques aborde très très bien ça, et je vous conseille de le lire pour bien comprendre que la perception du risque, c'est pas vraiment... c'est difficile en fait, c'est pas haut ou bas, ça dépend. Et si on prend des équations comme score 2, et avec et sans statine, à gauche, vous avez donc une aide à la décision canadienne, qu'on remercie beaucoup d'avoir créé ce site qui est extrêmement intéressant pour pouvoir discuter avec les patients. Justement, vous avez donc une estimation de son risque, qui est à peu près 7% pour M. Alain, à gauche. Et puis, si vous lui proposez une statine, eh bien, vous avez le bénéfice à 10 ans d'une réduction de risque cardiovasculaire. Donc, il y a 2 personnes qui ne feront pas d'événement. Et 5 continueront d'ailleurs à en faire. C'est pour vous montrer que même les statines, ça réduit le risque, mais pas à 0. Donc, vous avez ces 2 paramètres, et c'est avec cela, en général, qu'on essaye de discuter pour un patient qui est intéressé et qui veut comprendre tout ça, parce que la plupart des fois, certains ne veulent pas comprendre et ne veulent pas rentrer dans cette démarche qui n'est pas forcément toujours facile et à comprendre. Vous savez, la littératie en santé, c'est compliqué. Et donc, vous avez cet outil. Et qu'est-ce que va apporter le CAC? Pas 40, le CAC. Eh bien, en fait, le 7%, si on a un score classique à 0, comme Clément l'a rappelé, eh bien, on va arriver à un risque estimé à 3%. Et vous voyez, à gauche, du coup, le risque sans traitement est de 3%, et si on lui prescrit une statine, eh bien, il y aura un événement en moins sur 100. Et si le score classique est à 300, donc je n'ai pas dit 400 pour le seuil, mais c'est à peu près ce qu'on a trouvé aussi dans la littérature, eh bien le risque il est de 12%, donc effectivement bien plus élevé. Et cette fois-ci, les statines préviennent 3 événements. Donc vous voyez, sans score classique, on avait 7, on passait à 5, on a évité 2 événements. Et avec le score classique, vous avez cette variabilité. Alors je vous ai mis aussi les nombres de patients à traiter, le NNT de 125 à gauche et de 32, c'est le nombre de patients à traiter pendant 5 ans ou pendant 10 ans pour éviter un événement.
C'est une autre façon de présenter les résultats. Et donc avec ça, vous pouvez discuter de l'intérêt d'un traitement par statine. Donc le score calcique peut apporter une information si cela change l'estimation et la perception du risque du patient et que pour lui, en fait, ces données-là l'aident à faire un choix. Mais on va voir en fait qu'en pratique, est-ce que ça change l'intention de prendre une statine? Eh bien, en fait, les travaux de la psychologie de la santé sur la perception du risque, en fait, c'est très peu déterminant. En fait, c'est très difficile de comprendre ce que c'est qu'un risque. Et ça a été étudié dans la psychologie, donc les travaux de Paul Slovic en particulier. Se sentir à risque, c'est très dépendant d'un contexte, d'une histoire. Si on a dans l'entourage de la famille qui a eu un événement cardiovasculaire, ben même le 1% sera considéré comme haut risque. Si on est anxieux, ben on pourra considérer que c'est un haut risque. Mais vous voyez, entre 1%, 5%, 10%, en fait, même vous, ben vous n'êtes pas à l'aise et il y a des différences. Ça, c'est démontré dans la littérature. Alors justement, je vous ai sorti un essai randomisé qui a testé justement l'effet d'un aide à la décision sur la prise de statine, comme on a vu avant. Un essai espagnol publié en 2016 dans une revue dans Patient Education Counseling. Et en fait, ce qu'a montré cet essai, donc il comparait l'aide à la décision que je viens de vous présenter versus absence d'aide à la décision. Et ce que les auteurs ont montré, c'est que ça améliore les connaissances du risque. Ben, ça, on pouvait un peu s'en douter. Mais il n'y a pas d'effet sur la prise de statine, sur l'intention de prendre une statine à 3 mois. Voilà. De montrer les risques, c'est une information qui est utile à la compréhension pour impliquer le patient dans une démarche, pour lui expliquer les données que l'on a, mais les déterminants du choix de prise d'une statine ne reposent pas essentiellement sur l'estimation du risque. Les déterminants sont ailleurs. Donc, est-ce que ça modifie le traitement de prescrire un score calcique? Eh bien, pas forcément. Donc, parce que d'abord, les traitements qu'on appelle non spécifiques, ils sont toujours à proposer. Arrêt du tabagisme, alimentation méditerranéenne, activité physique, enfin, tous les règles diététiques sont à proposer, quel que soit le risque cardiovasculaire en prévention. Et est-ce qu'il existe des traitements spécifiques en prévention cardiovasculaire primaire, indépendants donc du score calcique? Voilà. Est-ce que le fait d'avoir un score calcique nous ferait prescrire une statine? Si le score est très élevé, ben, est-ce qu'on mettrait de l'aspirine? Est-ce qu'on mettrait un IEC? Puis est-ce qu'on mettrait les nouvelles classes antidiabétiques, l'agoniste du GLP-1 ou de glyphosine chez un patient diabétique de type 2? Voilà. Est-ce que ça pourrait... Eh bien, en fait, les données probantes en prévention primaire sont les suivantes. Les statines ont démontré avec un niveau de preuve élevé qu'elles réduisent le risque cardiovasculaire modérément, on l'a vu avec les scores, mais chez les patients qui cumulent des facteurs de risque. Donc en général, c'est les patients diabétiques, hypertendus, âgés, enfin autour de 60 ans, voilà, qui cumulent. Donc on a des données probantes pour dire que oui, effectivement, en prévention primaire chez les patients plutôt à risque, voilà, reste à définir le seuil, sont utiles, peuvent être bénéfiques. L'aspirine en prévention primaire, on l'oublie. Démonstration formelle que le bénéfice net est nul. En gros, que ça n'apporte aucun bénéfice par rapport au risque hémorragique. Donc voilà, il y aurait peut-être un petit bénéfice, mais il est contrebalancé par les hémorragies. Donc il n'y a pas d'indication de l'aspirine en prévention primaire, donc quel que soit le score calcique. Les IEC, je les ai transformés en ramipril parce que c'est la molécule la plus étudiée, la plus évaluée et donc il y a été, comme les statines, une démonstration assez forte que chez les patients à très haut risque, alors, qui cumulent beaucoup, en fait, pourquoi je dis très haut risque? Parce que là, dans les temps de ces essais, il y avait des mélanges entre la prévention secondaire et la prévention primaire. Donc en fait, des patients qui cumulent quand même des risques de refaire un événement plus important. Pareil, le ramipril est intéressant dans la néphropathie diabétique. Et les agonistes du GLP-1 et glyphosine, eh ben c'est pareil, ça a été étudié surtout en prévention secondaire. On a des démonstrations assez fortes dans la néphropathie aussi du diabète de type 2. Et puis vous savez que la recommandation HAS dans le diabète de type 2 propose de rajouter ces molécules après la metformine dans un but de contrôler la glycémie. Donc vous voyez, là, il n'y a plus la notion de prévention primaire et secondaire. Quand vous êtes dans un traitement de la glycémie, vous allez prescrire ces produits. Donc le score calcique là-dedans n'a pas d'intérêt puisqu'il ne modifie pas la prise en charge en prévention primaire. Alors les inconvénients, parlons-en.
Donc je me base sur un éditorial dans le JAMA de 2022 qui reprend très très bien ces arguments. D'abord, il y a des risques directs. Donc c'est vrai que c'est 1 à 2 millisievert. Hein, j'ai trouvé jusqu'à 2, Clément, pas 1. Bon, c'est pas énorme, mais on sait que globalement, ça peut augmenter le risque de cancer de 1 à 2 pour 10 000. Bon, c'est une estimation. Bon, une irradiation, si le score ne sert pas à grand-chose, c'est jamais très utile. Les risques indirects, vous les connaissez. C'est tout ce qu'on appelle les incidentalomes. On va trouver peut-être à côté des coronaires, des nodules pulmonaires, des dilatations de l'aorte. On estime que ça va entre 1 à 7%, et certaines études même jusqu'à 40% d'incidentalomes, qui créent plus de problèmes que finalement on n'avait pas forcément anticipé, et on se retrouve à gérer des problèmes qu'on avait pour un patient asymptomatique qui ne se plaignait de rien. Alors, tout à l'heure, Laurence Compagnon a parlé de la compétence professionnalisme. J'ai bien retenu. La responsabilité sociale, c'est aussi de prendre en compte les ressources collectives. Et prescrire des scores calciques, c'est emboliser le système de soins par des imageries. Ça a un coût. Ça est remboursé par la sécurité sociale. Donc en période de restriction budgétaire, est-ce que c'est vraiment utile? Voilà, les ressources en temps aussi, parce qu'après il faut gérer les résultats. Voilà, c'est tout un inconvénient lié à rentrer dans cette démarche qui n'est pas forcément utile. Il y a aussi les fausses réassurances. Vous avez un score calcique qui est à 0, je peux continuer à fumer, docteur. Hein, merci. Et puis je prends pas de traitement, tout va bien. Bon, ça peut être c'est une fausse réassurance. Vous savez, dans toutes les prescriptions d'imagerie, il y a souvent cet argument que faire une spirométrie, faire une échographie, ça va aider le patient à prendre conscience de son problème, et ça va le faire entrer dans une démarche proactive pour prendre soin de lui. Mais ça dépend en fait. En moyenne, ça peut aussi entraîner des comportements inverses de réassurance. Et puis surtout, ça peut angoisser. Hein, mais on sait très bien que si vous avez un score calcique à 300, est-ce que je vais faire un infarctus, docteur? Voilà, et on a aussi ces problèmes à gérer. Donc oui, peut-être que certains patients seraient intéressés d'avoir un résultat plus fin, mais globalement, on a aussi tous les patients qui vont plutôt... notre prescription peut être délétère. Et puis, ça c'est très important, quand vous avez un score calcique, alors 400, Clément disait, mais j'ai retrouvé 300 dans la littérature, et bien vous avez tous les diabétologues qui mettent sous aspirine, les cardiologues vont faire des tests d'ischémie, coronaro, épreuves d'effort, dont on sait très bien qu'en prévention primaire, il n'y en a aucun intérêt. La coronarographie n'a d'intérêt que dans les phases aiguës de l'infarctus pour mettre un stent. Mais en prévention primaire, on a des magnifiques études qui disent non, il n'y a pas de coronarographie à faire en prévention primaire. Je parle bien asymptomatique, patient qui n'a aucun symptôme à l'effort, qui fait du sport, qui n'a pas de souci. Et donc là, on rentre dans des démarches qui sont de surdiagnostic et de surtraitement, et qui sont délétères. Voilà pourquoi l'avis du Conseil scientifique s'est prononcé contre la prescription de ce score calcique. Je vous remercie.